Les marchés boursiers qui démarrent l'année 2026, comme ils ont terminé finalement l'année 2025, avec des nouveaux records. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles, tous mes vœux pour cette année. Et également, meilleurs vœux, je vous souhaite une très très belle année. Et vous Ainsi qu'à toute l'équipe retrouvez, d'Ecorama. oui, et vous retrouvez en chair et en os. Pour cause de neige, vous n'êtes pas physiquement avec nous. Bah oui, moi je suis du sud, alors la neige ça me plaît pas trop, je suis resté à la maison. Ça ne plaît pas aux deux roues surtout. Laurence, en Asie, en Europe, on voit bien que les bourses atteignent des sommets en ce début d'année. Pour l'instant, rien ne semble arrêter les marchés mondiaux. Non, 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 c'est vrai. Il y a eu un sentiment de marché qui était assez, on va dire, mitigé en décembre. Pas mal d'opérateurs qui étaient à l'écart de la cote et finalement, en ce début d'année, il y a un retour à l'achat. Donc, effectivement, on a pris entre 1 et 2% en Europe, un peu plus en Asie. Il y a certains secteurs qui sont plus recherchés que d'autres. Oui, il y a plutôt une bonne dynamique. Ouais, et pourtant, il y a ce coup de force américain de Trump au Venezuela, les déclarations hostiles de Trump contre le Groenland, contre la Colombie, contre le Mexique. Tout ça n'enraye pas la hausse des actions. C'est quand même surprenant, non? Je sais pas. J'avoue que sur les tarifs douaniers, il y avait un impact économique très important et la réaction des marchés avait un sens. Sur le coup de force au Venezuela, sur les déclarations, je crois que tout le monde s'est un peu habitué au côté fantasque de Donald Trump. Et tant qu'il n'y a pas une application concrète sur l'économie, voilà. À la rigueur, sur le Venezuela, vous avez un petit peu plus de pétrole sur le marché potentiellement, et ça peut faire baisser l'inflation aux États-Unis. Donc voilà, il y a pas de panique particulière de ce côté-là, ça me semble assez normal. Autant, effectivement, pour l'instant, c'est vrai que les investisseurs semblent s'habituer aux déclarations tonitruantes de Trump. Autant, c'est vrai que c'est un des marqueurs de 2025. Les investisseurs, on va dire, ont commencé un petit peu à regarder au-delà. Ils sont toujours surinvestis à Wall Street, mais ils ont commencé à regarder au-delà de Wall Street. Et c'est une tendance qui pourrait se poursuivre cette année. Oui, notamment sur le domaine de l'IA qui est très recherché. On se rend compte qu'en Asie et notamment en Chine, il y a des avancées d'innovation très très fortes et qui est moins chèrement valorisé qu'à Wall Street. Donc c'est pas totalement idiot de se dire qu'en Asie, il y a un moyen de se diversifier, de sortir un petit peu des 90% d'exposition à Wall Street pour aller chercher des entreprises tout aussi dynamiques, mais qui se paient moins cher actuellement. Il y a des vents contraires, évidemment, sur les marchés. Il y a ceux qui vous poussent et ceux qui vous freinent. Dans les vents porteurs, dans ce qui pourrait soutenir les marchés boursiers, cette année, il y a quoi? Enfin, je ne vais pas être très original, hein, il y a l'intelligence Ah oui, l'IA, artificielle. merci. Merci, Lorenz. Bah, ouais, non, mais bien sûr, David, mais disons que jusqu'ici, il y a eu cet élan de construction des infrastructures avec Nvidia, dans le groupe emblématique. Et l'enjeu cette année, et je pense que ça va être le cas, c'est la diffusion de l'IA au reste de l'économie et des entreprises. Ça va se concrétiser enfin en service, dans les logiciels. Et d'ailleurs, vous commencez à le voir dans certains résultats d'entreprises de moyenne capitalisation, quand on sort des sets magnifiques. Donc ça commence à se diffuser, à profiter à plus de valeurs et de secteurs. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres de prévision de dépenses, en incluant infrastructure, mais également donc les services et les logiciels, on est à 29% de croissance attendue par an pour jusqu'en 2028, avec un marché qui pèsera plus de 600 milliards. Donc c'est un élan énorme. Et s'il y a un élément porteur, ça reste celui-ci, parce que c'est une révolution technologique qui est encore plus forte que celle d'Internet en 2000, avec une différence aussi notable, c'est qu'en 2000, il y avait beaucoup d'entreprises qui perdaient de l'argent et que là, il y en a moins. Donc en fait, c'est presque plus sain. Et pour l'instant, il y a un élan, mais les bénéfices suivent. Donc je ne pense pas que ce soit terminé et ça va rester un des principaux moteurs. Est-ce que l'administration Trump va faire moins de dingueries, selon vous, cette année, notamment en matière de guerre commerciale, et pas seulement? Et donc, parce qu'il y a les midterms quand même qui sont en ligne de mire. Bah, c'est ça. Mais vous me Vous direz, avez le coup de force au Venezuela vient contredire cette idée. Non, parce que justement, vous savez, il a besoin d'être actif. Donc, il est actif à l'international. Mais sur cette scène géopolitique, genre je résous les guerres, j'enlève les dictatures. Mais sur ce qui concerne le consommateur américain, il se fait beaucoup plus raisonnable parce que effectivement il y a les midterms,
Lui, il a besoin de démontrer qu'il a amélioré l'économie par rapport à l'ère Biden, où on reprochait beaucoup à l'administration de ne rien faire contre l'inflation. Aujourd'hui, 58% des Américains désapprouvent sa politique économique. Oui, voilà. Donc il a besoin de rassurer, il a besoin que cette amélioration se concrétise dans le portefeuille des Américains. Donc je pense qu'il va y avoir des annonces sur les chèques redistribués, comme il y avait eu à l'époque du Covid, pas dans les mêmes proportions. Il va y avoir les baisses d'impôts et l'administration Trump va essayer de se présenter sous ses plus beaux atours en novembre pour les midterms. Ce qui pourrait soutenir les marchés ou pas, selon vous, c'est ce changement à la tête de la Fed, même si ce n'est pas le président qui décide, il y a un comité, évidemment, un conseil des gouverneurs, et de possibles baisses de taux, alors qu'on semble être, a priori, elle pourrait être limitée à 1 ou 2, a priori, cette année. C'est vrai qu'on a senti que la Fed, telle qu'elle est constituée actuellement, plutôt freinée. Ok, elle a baissé les taux, elle les a quand même baissés, hein, on a perdu 200 points de base au final, mais elle freine quand même de crainte d'avoir un impact sur l'inflation. L'inflation, quand on regarde les loyers aux États-Unis, ça s'oriente quand même plutôt à la baisse. Et avec le changement effectivement de tête de dirigeant, enfin de président de la Fed, il va forcément y avoir un changement de ton. Pas toujours simple d'avoir un gouvernement qui met les mains dans le fonctionnement d'une banque centrale, mais oui, on va clairement vers un assouplissement des conditions financières. En tout cas, c'est la volonté de cette équipe pour les entreprises et les consommateurs. Donc, c'est également un soutien. Et vous avez un autre effet qui peut porter le marché, c'est que les taux à court terme baissent parce que la Fed les réduit. Mais sur les rendements obligataires plus longs, vous n'avez pas encore cette baisse des taux. Et donc, on peut aller très bien imaginer des rachats d'actifs plus larges pour aller faire baisser l'ensemble de la courbe des taux, comme ça a été fait par le passé. Et là, vous faites plaisir au marché si vous faites ça. Donc, ça peut être également un des vents porteurs de l'année. Des facteurs de soutien, Laurence, mais aussi des facteurs qui pourraient peser un peu sur la tendance. Vous pensez à quoi? C'est encore l'administration Trump, mais alors cette fois-ci, c'est le côté... ils sont partout, hein. Enfin surtout lui. 6% et demi de déficit. Quand vous voulez baisser les taux, si vous empruntez, si vous avez un déficit à 6,5, vous provoquez un afflux d'emprunts obligataires. Donc forcément, c'est difficile. Ça va à l'inverse de votre volonté de faire baisser le coût de l'argent. Donc ça, c'est un risque. Si jamais le déficit dérape, s'il n'y a aucune rigueur qui se profile à l'horizon, on peut avoir un coup de stress à un moment ou à un autre. Avec une Fed qui serait bien gênée, soit dit en passant. Mais exactement. C'est que vous créez une situation, on va dire, inconfortable pour la Banque centrale et pour le gouvernement américain. Quoi d'autre sinon? C'est lié, c'est-à-dire que si les taux ne baissent pas et si par hasard les taux venaient même à remonter par crainte de ces déficits, vous avez un marché du crédit privé aux États-Unis, vous savez, ça a pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années. Crédit privé, ce sont en fait des prêts faits aux entreprises hors marché obligataire, c'est-à-dire en direct, des entreprises qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller sur le marché obligataire. Ça représente 2000 milliards de dollars, ça a pas mal gonflé, et c'est la plupart du temps des crédits à taux variable. Donc à taux variable, si vous avez une tension sur les taux, vous avez un problème de défaut et ça peut faire boule de neige. Voilà. C'est une possibilité, ça peut être à un moment un coup de stress, j'y crois pas à la catastrophe, mais disons que quand le marché se cherche des ennuis par intermittence, ça peut être un sujet. Bon, on n'a pas encore parlé de Bitcoin. Vous allez encore taper dessus? Bon, c'est pas que je tape dessus, c'est que moi je suis à l'écart de ce type de produit, mais je vous ferai remarquer quand même, David, qu'en 2025, tout a été fait pour les crypto-monnaies et pour le Bitcoin. On leur a déroulé le tapis rouge, une administration américaine qui était totalement favorable au Bitcoin et aux crypto-monnaies, création d'une réserve en Bitcoin, un cadre légal plus élargi, un assouplissement des conditions, etc. Et le Bitcoin a été le pire investissement de l'année 2025. Ça démontre quand même qu'il y a un appétit moindre pour ce type de produit. Nous, on le voit comme un appétit pour le risque globalement. Et donc, effectivement, si vous avez une crypto-monnaie qui est de plus en plus délaissée et qui craque parce que, vu que ce marché est très opaque, je ne sais pas, des baleines, comme on dit, vendent massivement tout d'un coup sur le marché des cryptos,
Vous pouvez avoir un effet de contagion au marché action. C'est pas parce que le marché des cryptos est énorme, hein, c'est 3 000 milliards par rapport au marché action qui en pèse plus de 100 000, mais ça peut provoquer, si vous avez des acteurs qui sont investis sur les actions avec effet de levier, un effet de contagion. Vous perdez sur les cryptos, vous êtes obligé d'avoir, vous avez un appel de marge, vous êtes obligé de vendre des actions. Voilà, ça peut être un coup de stress potentiel. Et on a dit que la géopolitique ne compterait pas trop, mais en même temps, s'il y a vraiment un gros événement, un dérapage, Bah, ça c'est pourrait ça, c'est que secouer les marchés actions aussi, hein. la géopolitique, vous savez, vous avez toujours ce qu'on peut appeler un signe noir, un dérapage, une mésentente, une incompréhension entre deux grandes puissances. Donc il y a Taïwan toujours qui reste un sujet, il y a l'Iran. Là-dessus, j'ai envie de dire on n'a pas la main et c'est imprévisible. Mais la géopolitique peut effectivement être une source de volatilité lorsqu'elle concerne des pays de cette taille. On a donné un peu les pour et les contre, ce qui peut soutenir ou plomber. Au final, on finira dans le vert l'année 2026 ou pas sur les marchés boursiers? Alors la finir, je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense que la dynamique reste porteuse. On va avoir une année plutôt bonne. Après, est-ce que ça va tenir jusqu'au 31 décembre? C'est pour ça que je nuance la question. On verra. C'est loin, hein, c'est dans un an. Voilà, pour l'instant, c'est bien, on reste comme ça. Je pense que la dynamique est bonne. Allez, merci beaucoup, point de vue signé. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence et bonne année encore. À bientôt, David. Merci.